Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision qui débute sans plus tarder avec Info 10, le journal local et régional. Nous sommes le mardi 19 mars 2024 et notez que depuis le début du mois, Haïti est en proie à une vague de violence, des exactions qui font suite à une coalition des gangs pour contraindre le Premier ministre Ariel Henry à quitter le pouvoir. Une chose faite puisque l'homme a quitté ses fonctions la semaine dernière, mais la tension n'est pas redescendue pour autant. Les gangs contrôlent désormais 80% de la capitale qui s'est transformée en champ de bataille avec la police. Une attaque contre la Banque centrale d'Haïti à Port-au-Prince a d'ailleurs été repoussée aujourd'hui et plusieurs assaillants ont été tués. Pour les chefs de gang comme Barbecue, il s'agit maintenant de traquer les politiciens corrompus et de mettre fin à un système de domination de l'île par des puissances extérieures. Les jours qui viennent risquent d'être particulièrement mouvementés en Haïti. Et à l'instar du national, les infirmiers libéraux de Guadeloupe organisaient une opération escargot ce matin. Une manière pour ces professionnels de santé de mettre en lumière les difficultés d'un métier trop mal rémunéré pour les syndicats. Ils dénoncent des tarifs gelés depuis 15 ans pour la plupart des actes médicaux et des frais de déplacement qui ne prennent pas en compte la réalité du marché. Regardez. Aujourd'hui, on a souhaité faire une opération escargot pour être dans la même dynamique de ce qui se passe en métropole, qui a été initiée par le syndicat Convergence Infirmiers en métropole, une opération de sensibilisation de la population par rapport à nos problématiques de terrain. Nous allons partir de 4 points stratégiques. Là, ici, nous sommes à Sainte-Rose. Il y a aussi Anse-Bertrand, Saint-François et Gourbert. Et on va se rendre à la sécurité sociale pour y être à peu près à 10 heures. On espère être reçus et avoir ainsi des remontées de nos doléances au niveau de la CNAM. Aujourd'hui, on a de plus en plus de patients qui sont à domicile avec la problématique de l'hôpital et on a des prises en charge qui sont beaucoup plus lourdes. Par contre, on a des charges qui sont, que ce soit l'essence ou que ce soit l'URSSAF, la Carpinco, toutes les caisses, qui sont très très importantes et on n'arrive plus à faire face. Et parallèlement, on a une demande croissante de soins qui sont de plus en plus conséquents. Donc ça devient compliqué pour nous. Aujourd'hui, on se bat aussi beaucoup pour nos tarifs surtout. Nos tarifs qui sont plus en corrélation avec le prix des carburants, le prix des voitures, des assurances. Actuellement, on est payé 2,75 € pour venir à domicile. À 2,75 €, c'est le prix de 2 baguettes. En déplacement, oui. Donc un déplacement qui ne correspond pas du tout à la réalité. Le litre de carburant, il est à 1,76 €. On a les voitures, on a les assurances à payer. On a tout ça et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir 4 € qui nous permettrait de déjà payer tout ça, plus avoir un peu d'indemnité pour le temps passé dans cette voiture, parce qu'on passe énormément de temps par jour. On a essayé auprès des instances, mais il y a des choses qui sont dans l'immobilisme et on a l'impression de ne pas être entendu. On a été les oubliés du Ségur après le Covid et ça continue, donc c'est compliqué. On a envie de sensibiliser la population de façon à ce que les gens comprennent qu'on n'en peut plus, qu'on est à bout. On a des collègues qui démissionnent, on a des collègues qui passent à l'acte, on a des gens en burn-out, c'est plus possible. L'objectif, c'est pas de bloquer les gens, c'est de sensibiliser les gens, mais on fait une opération escargot, on va partir tranquillement pour se rendre à la sécurité sociale. Un reportage signé Maxime Morel. Et voilà une semaine que Théo Gall a pris ses fonctions de sous-préfet en charge de l'eau et l'assainissement en Guadeloupe. Et si nous ne l'avons pas encore rencontré, nous avons demandé au préfet Xavier Lefort quelle sera son utilité. La réponse. Ça va, je dirais, rien changer et changer beaucoup de choses pour le préfet. Ça va rien changer parce que les missions ne changent pas. Les missions de l'État en matière d'eau sont, avec les deux collectivités, la collectivité régionale et la collectivité départementale, d'épauler le SMGAG dans sa mission, notamment dans la conduite de ces opérations, puisque notamment sur le plan financier, on déploie un programme pluriannuel d'investissement. Il y a tout un programme d'investissement qui est déployé, financé un tiers, région, et département et État.
Donc, ça ne change rien aux missions de l'État, qui sont des missions d'expertise, qui sont des missions d'appui, qui sont des missions techniques, qu'exerce le préfet et l'ensemble de ses services. Ça fait simplement que plutôt que ce soit le préfet qui passe peut-être plus de temps qu'il n'a à y consacrer, il soit épaulé dans ses différentes missions. Mais c'est vrai sur tous les domaines de l'action préfectorale. Le préfet sur le sujet économique est épaulé par un SGAR. Le préfet le poste de SGAR a été vacant entre le mois de novembre et le mois de février. Bon, même s'il y avait Hervé Maillet qui était SGAR adjoint et qui a fait un super travail d'intérim, il s'est retrouvé que forcément le préfet avait beaucoup plus de travail et qu'il a dû effectivement descendre dans l'organisation et la maquette du contrat de convergence et transformation beaucoup plus qu'il l'aurait fait en temps normal en passant beaucoup de temps sur le sujet. Voilà, donc c'est une question d'organisation. C'est vraiment une question, c'est ça que je voudrais insister, ça ne change rien aux missions qui sont exercées actuellement, c'est vraiment une question d'organisation interne du travail à l'équipe préfectorale. Et notre objectif politique, c'est qu'on ait fin 2024 et en 2025 des premiers résultats tangibles. On sait très bien que les choses, on a 30 ans de situations souvent un peu compliquées à redresser. On sait que les résultats, on ne va pas les avoir immédiatement. Mais en tous les cas, il faut que maintenant, on se donne comme objectif d'avoir des premiers résultats. Et c'est le sens quand on vous a fait le point en conférence de presse le 17 janvier, quand on le refera au 22 avril, c'est bien pour montrer les résultats qu'on commence à engranger dans ce domaine. Et ça, c'est très important, parce qu'effectivement, on ne veut pas se payer de mots. Il n'y a pas d'amour, vous le savez, il n'y a que des preuves d'amour. Donc c'est pareil, il n'y a pas de programme pluriannuel d'investissement, il n'y a que des preuves d'investissement avec des résultats concrets pour nos concitoyens. Une interview signée Olivier Félix. Et en attendant la réfection du réseau de distribution d'eau potable, la population souffre toujours de coupures récurrentes avec un réseau passoire. C'est sans compter la potabilité de la ressource régulièrement contaminée à l'aluminium, aux matières fécales ou aux pesticides. On a un sacré gros problème effectivement sur l'assainissement avec 80% des stations non conformes sur l'archipel. Et si le volet matériel est complexe, le volet humain l'est tout autant pour le syndicat mixte de gestion de l'eau, puisque la cohabitation au SMGEAG de salariés de régime de droit public et de droit privé ne fait pas bon ménage. Un double traitement auquel les syndicats souhaitent mettre un terme. Regardez. Rien ne va plus au niveau du SMGEAG. On a beaucoup de difficultés à avoir des réponses à nos différentes questions. Déjà, depuis un moment, on discute avec la direction et nous n'avons pas eu de retour concluant permettant d'avancer sur les différents thèmes et items qui existent au niveau du SMGEAG. Mais en général, dans une entreprise, dans une collectivité. Déjà, nous avons eu une nouvelle direction, cela fait déjà 15 mois. Et nous avons mis en place les instances du personnel. Nous avons mis en place également des commissions ad hoc pour pouvoir discuter sur différents thèmes, notamment pour harmoniser puisque, comme vous le savez, au niveau du SMGEAG, il y a deux statuts qui cohabitent, le statut privé et le statut public. Les dispositions légales sont différentes pour chacun d'entre eux, mais sur certains points, notamment par exemple sur les mutuelles, nous avons la possibilité d'avancer sur un accord nous permettant d'harmoniser les niveaux de prise en charge des mutuelles. Bon, ça, pour le moment, nous n'avons pas encore eu d'avancée sur le sujet, puisque la direction, quelque part, botte en touche en nous disant que bon, il faut absolument faire un diagnostic, ça, alors que déjà, ça fait déjà un bon moment qu'ils sont en place et qu'on aurait pu avoir ce type de rapport. Libre à ceux qui sont des décideurs de nous recevoir et qu'on puisse commencer enfin à négocier, à discuter avec eux. Et on verra au fil de l'eau, c'est bien le cas de le dire, comment ça s'annonce. Et on poursuit avec l'Assemblée de la FSU qui se prépare à la grève générale. Pour le syndicat, tous les corps de métier doivent entrer en bras de fer avec un gouvernement qui appauvrit les services publics. La coupe de 691 millions d'euros sur le budget de l'éducation est un des exemples les plus criants et qui aura de lourdes répercussions. En Guadeloupe, cela se matérialise avec la suppression d'une centaine de postes dans les premiers et second degrés d'éducation l'an prochain. Pour la protection judiciaire de la jeunesse, eh bien, le manque de moyens pour traiter la délinquance juvénile est évident. Et plus globalement, au sein de l'administration se pose la question de l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes. Le reportage. Aujourd'hui, l'ensemble des organisations syndicales ont appelé à se mobiliser, à faire grève, tout simplement parce que les services publics sont en danger. Nous voyons bien que nous avons des coupes franches au niveau des budgets de tous les ministères.
et particulièrement au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons un vrai problème de recrutement qui est lié tout simplement au fait qu'il y a une dévalorisation des métiers de l'enseignement. Nous sommes mal payés et surtout, pendant 10 ans, nous n'avons eu aucune revalorisation salariale sérieuse au regard de l'inflation que nous vivons. L'état d'esprit des enseignants d'éducation physique et sportive et qu'aujourd'hui, on est très revendicatif sur nos salaires. D'abord parce que pour le moment, on n'est pas encore une discipline où on a une pénurie d'enseignants, mais on sent que ça peut venir. Et nous, nos conditions de travail, elles sont liées à ce qu'on appelle nos salles de classe particulières, qui sont les gymnases, les stades, et qui sont dans toute la France, mais également particulièrement en Guadeloupe, en très mauvais état. Et donc, comme aujourd'hui, pour la plupart des élèves, le seul moment où ils vivent des séances d'éducation physique et d'activité sportive, c'est à l'école. Il faut qu'à l'école, ils vivent des séances qui leur plaisent et qui les motivent. Et pour cela, il faut qu'on ait des conditions de travail qui soient bien améliorées. Nous, on s'occupe de les jeunes en difficulté, la jeunesse délinquante. On est dans un décalage entre la situation, les moyens qu'il faut pour pouvoir traiter ce fléau du siècle. Il n'y a pas qu'en Guadeloupe, effectivement, il y a des délinquances juvéniles, mais on n'a pas du tout en parallèle les moyens qu'il faut et une direction à l'écoute qui entend et qui fait face à la situation telle que je viens de la décrire. En Guadeloupe, c'est 52 postes qui vont fermer au niveau du premier degré et c'est 55 postes au niveau du second degré. Ça veut dire tout simplement que demain, nous aurons des classes surchargées, nous aurons l'incapacité de pouvoir prendre en charge notamment les enfants les plus en difficulté. Et donc, nos conditions de travail vont encore se dégrader et les conditions d'apprentissage surtout vont se dégrader et vont encore augmenter l'échec scolaire que nous connaissons dans notre département. On a parlé la semaine dernière, enfin il y a quelques semaines, de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc ça aussi c'est un sujet. Il y a un corps de métier, notamment les agents administratifs, qui ne sont pas du tout reconnus pour la charge de travail qu'ils effectuent au quotidien. Et donc ça aussi, ce sont toutes ces raisons-là qui font qu'on a appelé la mobilisation. Et aujourd'hui, la SICOA organisait une rencontre avec le monde du BTP à Larawako-Gosier. Une occasion pour le bailleur de sensibiliser les entreprises afin qu'elles s'organisent pour enfin pouvoir s'asseoir à la table des marchés publics. On parle tout de même de 800 réhabilitations de logements par an, d'une enveloppe de 6 millions pour la maintenance et de la construction de plus d'une centaine d'habitations chaque année. Un gros gâteau dans lequel ils devraient pouvoir manger. Regardez. Alors l'objectif pour nous de rencontrer les entrepreneurs, c'est de redorer le dialogue entre les bailleurs que nous sommes, maîtres d'ouvrage, et le monde du BTP, c'est-à-dire tous les acteurs du BTP, à la fois les concepteurs via les maîtrises d'œuvre, les fonctions support, c'est-à-dire les bureaux de contrôle technique par exemple, ou les OPC, et évidemment les acteurs que sont les entreprises. Régulièrement, nous avons un carnet de commandes très rempli. Nous avons du développement en termes de logements neufs à réaliser. Nous avons beaucoup de réhabilitations à réaliser, près de 800 réhabilitations par année. Nous avons 169 logements à construire au cours de 2024. Et puis nous avons un volet d'investissement de l'ordre près de 6 millions en termes de maintenance des logements. Et la grosse difficulté aujourd'hui, c'est pouvoir avoir des entreprises aujourd'hui qui puissent répondre aux appels d'offres. Tous nos appels d'offres se relèvent aujourd'hui infructueuses. Donc, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de faire venir les entreprises, les sensibiliser et qu'eux, maintenant, ils puissent s'organiser pour pouvoir répondre à la commande publique parce que notre objectif, c'est de répondre aux besoins de nos locataires et puis de produire des logements pour la population. Alors, en tant qu'entreprise antillaise, à suivre le courant de l'évolution des choses, s'informer et de se former afin de répondre aux appels d'offres qui sortent en ce moment. C'est pour ça qu'il est aussi bien d'aller dans ce genre de rencontres afin qu'ils puissent aussi nous orienter sur la manière qu'on pourrait accéder à ces marchés afin d'y répondre en toute simplicité. En fait, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vraiment démarrer les opérations et livrer les opérations pour la satisfaction de nos locataires. On a un gros programme de réhabilitation et de construction neuve. Malheureusement, aujourd'hui, on a pas mal d'appels d'offres infructueux. Et aujourd'hui, on a besoin de redorer ce dialogue dans le contexte
financiers compliqués qu'on connaît. On a une problématique de vieillissement au niveau de la Guadeloupe, c'est de pouvoir réadapter ces logements-là pour nos aînés, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on réponde à cette demande-là, du vieillissement de la population, et puis aussi construire des logements qui vont permettre à des jeunes Guadeloupéens qui veulent revenir en Guadeloupe d'être propriétaires de leur logement. Donc vous voyez un petit peu la logique de SICOA, elle est vertueuse, c'est-à-dire, bon, je rentre dans un logement social, j'y habite, j'achète mon logement, je suis propriétaire. Et maintenant, je reçois sur ce plateau Guillaume Laurin, réalisateur et jury long métrage du festival Nouveau Regard. Il est en compagnie d'Axel Changa-Lafleur, producteur chez Black Moon Film et jury long métrage toujours au festival Nouveau Regard. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir, oui. Alors du 20 au 24 mars prochain, il y aura effectivement le retour du festival Nouveau Regard pour la 7e édition. Déjà, on va discuter tout à l'heure de vos productions respectives, mais déjà je vais te questionner Axel, pourquoi avoir accepté d'être jury pour ce festival? Et pourquoi pas? bien gardé. Non, le Nouveau Regard Film Festival, c'est l'un des temps forts de l'agenda cinématographique chez nous, et par extension de la région Caraïbe. Donc du coup, c'est naturellement que j'ai accepté l'invitation de Priscilla et son équipe à intégrer du jury long métrage cette année. Et vous? Eh bien également, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un film il y a 2 ans déjà, je crois, au festival. Et du coup, d'avoir découvert un peu ce festival, ça me donnait envie d'être de l'autre côté. Parce que des fois, on a des films qui sont en train de passer, d'être jugés. Et là, pouvoir être de l'autre côté, ça permet de comprendre comment un film, à qui on attribue un prix, pourquoi. Donc là, ça va être hyper intéressant. J'ai hâte de faire les débats, de savoir qui va gagner le Grand Prix. Voilà. Très bien. Donc se retrouver de l'autre côté, intransigeant, sans pitié. Je sais pas, exigeant, intransigeant, je sais pas. Exigeant. De toute façon, pour faire du cinéma, il faut être exigeant. Tant que ça apprend, c'est sûr. Non, c'est vrai que quand tu te mets dans cette industrie-là, il faut y aller, quoi. Et nous, on attend aussi ça. Moi, quand tu fais un film, tu as besoin de te dire que les gens vont kiffer. Tu penses au public, tu penses à toi, mais il faut quand même que tu fasses les choses comme... Il faut que tu y mettes ton cœur, quoi. Donc, il faut y aller à fond. Voilà. Et puis, c'est surtout beaucoup de plaisir, en réalité. Ouais. Pour moi, c'est un grand plaisir de découvrir tous ces films. Donc nous, on va devoir délibérer sur les 3 films qui sont en compétition dans la catégorie long métrage. Et en plus, cette année, ce qui est intéressant, c'est la particularité, c'est que c'est une compétition toute catégorie confondue qui est exclusivement caribéenne. Donc en fait, c'est aussi l'excitation de découvrir des films, des cinéastes, des aventures caribéennes et qui sont de plus en plus riches et de plus en plus nombreuses et qualitatives d'année en année. Donc du coup, c'est ça qui rajoute aussi du plaisir à cette petite mission qui nous est attribuée. Oui, et puis c'est aussi une espèce de privilège d'être là, de pouvoir regarder ces films dans de bonnes conditions, dans des bons cinémas, organisés par le festival. Donc je pense que c'est aussi une grande chance d'être à cette position-là, quoi. Très bien. L'année prochaine, par contre, vous aurez des films en compétition? Mais c'est ça. Écoute, on travaille toute l'année. Après, c'est le calendrier des productions, il est ce qu'il est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'une manière ou d'une autre, on entend toujours, en tout cas, être présent. Ah bah oui, on va essayer de toute façon. Maintenant que j'ai l'impression que là, il y a une porte ouverte pour les films caribéens, à l'international aussi. Et donc comme ce festival, il est aussi international puisqu'il est caribéen mais à l'international, c'est une chance aussi de pouvoir montrer son travail ici. Et j'ai hâte de proposer mon prochain film dans ce festival, c'est évident. Et quel serait ton regard justement sur le cinéma guadeloupéen dans l'ensemble caribéen? Mais ça, c'est une très bonne question parce que pour le coup, là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé un peu les productions récentes. J'ai vu un peu quand même les gros films qui sont sortis, comme le film d'Anne-Sophie Nanki par exemple. Mais en fait, mon regard, il est pour l'instant assez réservé. Voilà. Donc j'ai été loin, là je reviens, et du coup j'ai l'impression d'avoir les yeux tout frais pour découvrir tout ça et de voir ce que ça va donner. Parce que, bon, avec le film que j'ai fait, c'était plutôt de l'animation, et là on parle de fiction, et là c'est un autre monde. Donc mon regard, il va vraiment se façonner là, cette semaine, je pense. On va revenir un petit peu sur l'animation tout à l'heure, mais Axel, toi qui justement, tu œuvres au développement de la cinématographie ici en Guadeloupe, on progresse ou pas? On avance bien ou pas? À coup sûr. Tu sais, il y a une émulation qui s'est créée il y a quelques années, et d'année en année, ça progresse, parce que les équipes aussi travaillent sur de plus en plus de productions qualitatives. Et pour ce qui est de la créativité chez nous, on sait en fait qu'on est des territoires où il y a beaucoup de talent et de créativité. Maintenant, on est aussi sur un écosystème où il y a aussi pas mal de productions qui se structurent. Donc du coup, les auteurs
et les talents peuvent être mieux accompagnés. On a des institutions qui jouent le jeu et on a aussi un secteur privé qui a compris qu'il a intérêt aussi à coopérer, en fait, si tu veux, avec une industrie qui est prospère et pérenne. Il commence à voir l'intérêt d'investir, justement. Oui, bien sûr, mais c'est surtout que en fait, tu peux pas enclaver le cinéma guadeloupéen, parce qu'en fait, c'est un débat qu'on a souvent. Est-ce qu'il y a un cinéma guadeloupéen? Oui, non, bon, les avis divergent, mais c'est surtout qu'en fait, si tu veux parler d'industrie, il y a beaucoup, si tu veux, de leviers qu'il faut continuer à activer, et ça va se baser uniquement sur des œuvres, en fait. Et donc, comme il y en a de plus en plus, et qu'il y en a de plus en plus qui prétendent aussi à exister à l'international, on pourra, dans quelques années, véritablement parler d'un cinéma caribéen, guadeloupéen, l'appeler comme tu veux, mais on pourra parler d'une industrie qui est structurée et pérenne. En parlant de rayonnement justement de la Guadeloupe, a priori, enfin, selon les retours que j'ai, il y aurait de plus en plus de sociétés de production qui viendraient tourner ici. Bah, c'est curieux parce qu'en fait, nous, ça fait longtemps qu'on sait que la Guadeloupe est un territoire qui est, tu vois, friendly en matière de tournage, c'est-à-dire qu'il y a aussi la collectivité régionale qui a beaucoup œuvré en matière d'accueil des tournages. Donc la Guadeloupe a d'abord servi de décor, mais en fait, moi je fais partie de ceux qui depuis le début insistent pour dire que la Guadeloupe, c'est pas juste une terre d'accueil de tournage, c'est aussi une terre qui est capable de produire des talents qu'il faut accompagner, donc des narratives aussi qui émanent de nos territoires, de nos univers et qui doivent pouvoir exister à l'international. Donc que les productions étrangères s'intéressent à la Guadeloupe, pour moi c'est une évidence. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi des productions qui sont basées ici et ailleurs et qui commencent à proposer aussi des films qui sont guadeloupéens, caribéens, en tout cas, qui sont avec des composantes qui sont beaucoup plus basées sur ce qui se fait d'ici versus des productions qui viennent de l'extérieur, juste pour utiliser les décors. Mais les deux vont de pair. C'est important parce que ça permet aux techniciens aussi de travailler toute l'année. Et sans techniciens formés, en fait, on galère sur les productions. Donc c'est vraiment de bon augure et il faut qu'il y ait évidemment de plus en plus de productions qui s'intéressent à notre territoire, mais aussi de plus en plus de talents qui n'hésitent pas à créer et à proposer leurs histoires à des productions qui pourront les accompagner. Alors il y a, on va dire le cinéma conventionnel, mais là on a le cinéma d'animation qui est en très gros développement. On voit l'influence des Japonais, par exemple, des Asiatiques, justement, avec le cinéma d'animation. En France, on a un petit peu de mal à prendre le créneau. En Guadeloupe, je ne sais même pas s'il y en a vraiment qui bossent dessus. Est-ce qu'on n'est pas en train de peu rater le coche, alors qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce domaine? Disons qu'il y a beaucoup d'argent qui est à dispo et qui n'est pas demandé, effectivement, parce qu'il n'y a pas vraiment de structure qui développe de l'animation en Guadeloupe et en Martinique. Il y a quand même, en Martinique, je crois que ça bouge un peu plus, mais ici, il y a tout, j'ai l'impression qu'il y a tout à faire. Et justement, je pense qu'on a besoin de personnes. Je connais plein de Guadeloupéens qui sont dans le milieu de l'animation en France ou au Canada. Et du coup, je sais que ces gens-là, ils ont envie de faire des films et qui vont revenir. Et donc, moi, je fais partie de la première génération qui revient. Et les autres, ils vont arriver, mais puissance 10. Donc, c'est sûr qu'on aura besoin d'avoir des structures qui les accueillent, qui accueillent le projet. Donc, des studios, des écoles. Un BTS, par exemple, d'animation, ce serait incroyable dans la Guadeloupe. Donc, voilà, à donner en fait à la possibilité aux Guadeloupéens de se former sans avoir à partir jusqu'au Canada ou en France hexagonale pour faire leurs études. Commencer ici, ce serait super. Avoir déjà un bagage technique. Et là, on peut déjà commencer à travailler. En 2 ans, on peut déjà commencer à travailler dans le milieu. Donc, on apprend les logiciels et c'est parti. Et je pense que la Guadeloupe n'est pas en reste. Et bien au contraire, j'ai rencontré tellement de gens qui adorent les Naruto, les One Piece, et du coup ils développent leur style graphique en fonction de ces animés-là. Et j'ai cru comprendre que... alors non m'échappe là, c'est dommage, mais il y a ceux qui ont fait la bande dessinée avec les Kaimit, The Last Kamit. Voilà, eux ils sont en train d'essayer d'adapter. Oui, la finalité, ce sera de faire l'animé derrière. Voilà, et ça, quand ça va sortir, là on va commencer à parler, là ça va commencer à avoir du poids. Et donc ça va être super intéressant. Et j'ai entendu dire aussi qu'il y a la fédération. Aussi, il y en a d'autres. C'est ça comme USC et qui développe un projet qui s'appelle The Black Caesar. USC et The Black Caesar. Ouais, The Black Caesar. Bon, c'est possible de trouver sur Internet. Mais justement, le Nouveau Regard Film Festival permet aussi de beaucoup de temps fort en fait. Moi j'ai pas le programme en tête, il faut se rapprocher plus de l'équipe communication, mais je sais qu'il y a beaucoup de temps fort qui sont sur des tables rondes aussi où on parle d'animation, on parle de la filière cinématographique aussi en Guadeloupe, donc il suffit d'aller sur le site Nouveau Regard Film Festival pour se rendre compte des temps forts. Donc c'est aussi le genre de festival dont la population doit
s'emparer en fait. Il faut que les gens aillent massivement aux rencontres, massivement voir les films parce que c'est vraiment un festival de qualité avec une équipe qui fait l'effort de travailler toute l'année à ce que ce soit un des temps forts du cinéma en Guadeloupe. Et vraiment, regardez le programme qui est en ligne et je pense que... Il y a quand même 36 films de 19 pays différents, 25 films en compétition, 2 films en avant-première nationale. On a 15 invités prestigieux dans le domaine de l'audiovisuel. Il y aura 5 jurys, donc le jury long-métrage, donc le plus important dont vous faites partie. Il y a le jury court-métrage, le jury docu, le jury des jeunes regards et le public qui va aussi délibérer. On aura 7 prix décernés. Les projections seront sur divers lieux. Ce ne sera pas concentré seulement au Cinestar, aux Abîmes, et les élèves sont aussi conviés aux projections. Donc c'est vrai que pour avoir une idée des productions cinématographiques, il faut regarder les projections forcément. Donc on invite la population à participer aussi au nouveau regard du 20 au 24. Et avant de se quitter, puisque tu as fondé ta boîte de production, donc Black Moon Film, avec Nelson Foy, les premières aventures que vous avez menées tous les deux se sont bien déroulées finalement. Bonne conclusion, vous avez été beaucoup primés. Le long métrage, il est dans les tuyaux. On est sur la dernière ligne droite de la post-production du long métrage. Donc du coup, le premier long métrage de Nelson Foy, qui s'appelle Zion, qui est une adaptation de son court-métrage Timounar, qui avait fait grand bruit. Et du coup, c'est un cheminement justement au Nouveau Regard Film Festival. Alors, je suis désolé si la date n'est pas bonne. Je crois que c'est le 22 mars, mais il y aura une table ronde sur la filière aussi et le passage du court au long métrage. Donc, il y aura un cas de figure comme celui de Nelson qui sera évoqué. Donc, c'est organisé par le Nouveau Regard Film Festival en partenariat avec la région Guadeloupe. Et j'interviendrai aussi pour parler de ce cas de figure. Et c'est vrai qu'on a, en 2021, monté Black Moon Film qui entend faire rayonner le cinéma à travers le monde. Donc, on est coproducteur de son premier long métrage qui s'appelle Zion, du coup, qui va sortir d'ici à la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine. Ça va dépendre des discussions avec le distributeur, mais qui est en tout cas une belle promesse cinématographique pour la Guadeloupe et la Caraïbe. Et on a hâte de voir ça. Ouais, clairement. Clairement. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Pas au Cinestar, donc ce sera au Palais des Sports et de la Culture, Félix Proto, aux Abîmes. Voilà, pour être précis. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir. Merci, Shanga, effectivement, pour le travail que tu opères pour le cinéma guadeloupéen. On sait que tu bosses beaucoup à son développement. Ça fait vraiment plaisir. On espère que vous aurez beaucoup de projets en cours, puisqu'on a perdu Monsieur Nara, n'est-ce pas? Donc on a perdu un grand réal, un grand producteur. Tu vises ou pas? Mais de toutes les façons, il y a la relève. Quand tu vois des talents comme Guillaume qui est avec nous ici, et d'autres, Nelson, Enrica Moutou, et j'en passe, franchement, ça sent bon pour l'avenir. Donc du coup, Christian Lara a œuvré et il y en a d'autres qui vont reprendre le flambeau. Merci encore, messieurs. Merci. Et retour maintenant sur le deuxième concours des Bocaux d'Or, une compétition culinaire initiée par la Chambre des métiers d'artisanat qui vise à faire émerger encore plus de talents. Les apprentis ont mis les petits plats dans les grands pour réaliser des terrines à base de produits locaux, notamment le crabe. Le tout sous l'œil attentif de la présidente du jury, Babette de Rosière. Regardez. Eh bien, écoutez, là, c'est là pour concours, là, c'est le deuxième concours qu'on a organisé ici dans le cadre de la fête du crabe. Le concours là s'appelle les Bocaux d'Or. Et Jordan a fait un concours avec les apprentis. Donc, nous sommes apprentis de l'école hôtelière qui est là. Et puis, nous sommes les apprentis de l'Uma des Maris qui a concouru aujourd'hui. Donc, le concours là qui a démarré. Et puis, nous sommes en présidente, en présidente du jury qui est Babette de Rosière, qui est là, que pas présenté encore. Et puis nous sommes en grand chef aussi, qui est sorti à Paris, qui fait partie de la gastronomie antillaise, des Outre-mer. Il se trouve aujourd'hui à le concours du Bocaux d'Or, ça m'intéresse. Et en plus, je suis la présidente du jury, j'ai du travail. J'ai déjà vu les jeunes qui sont très motivés et le concours va commencer. Seulement tout vient après que je vais goûter, j'aurai peut-être mon verdict à donner. Mais ça me fait infiniment plaisir d'être là. Il y a 12 participants qui sont sur le concours, comme j'ai bien dit tout à l'heure, sur le Bocaux d'Or, c'est-à-dire sur le crabe, qui doivent réaliser 3 verrines. Là, c'est sur l'univers de la verrine, en fait, et ils vont utiliser des produits locaux. On est vraiment sur un héritage où on va promouvoir cet héritage culinaire, sur l'art culinaire des anciens. Alors là, je suis en train de faire la verrine à la menthe. Là, je suis en train de tailler les oignons pour faire... moi, j'appelle ça une petite salade espagnole. Donc, à base de tomates, d'oignons, d'herbes.
d'assaisonnement de citron et voilà. Ah oui, toujours, c'est la clé. Là, je pense que là, on va devoir appuyer sur la fraîcheur et l'originalité. Ah oui, je suis venue pour repartir avec le trophée, très clairement. Repartir avec le trophée et j'espère que je repartirai avec parce que je vais me donner tous les moyens pour repartir avec, quoi. 5, 4, 3, 2, 1, on lève les mains s'il vous plaît. Les mains là-haut, ça y est, on touche plus à rien s'il vous plaît. Les mains là-haut, bravo à vous. Super. On peut vous applaudir. Cette histoire de transmission me tient à cœur. Les jeunes comme ça, quand je les vois en herbe, qui veulent faire ce métier de chef, je ne peux que les encourager parce que c'est un métier difficile. Il ne faut pas croire, hein, parce que les gens ne peuvent pas s'imaginer comment c'est compliqué. Il y a des gens qui pensent qu'on met une table et deux chaises, ça y est, on est chef, on est restaurateur. Pas du tout. C'est un vrai métier. Et pour faire ce métier-là, il faut une vraie formation. Et ces élèves-là qui passent le concours, ça peut être le grand chef de demain. En tout cas, félicitations à tous nos jeunes. Et félicitations également à ce petit bourgeois et heureux parieur qui a remporté dimanche la coquette somme de 408 171 €. Il a validé son ticket au Pipirite, un établissement qu'il fréquente régulièrement et qui devrait recevoir la visite de nouveaux parieurs. En tout cas, bravo à ce monsieur qui n'a pas encore d'idées précises sur ce qu'il entend faire de ce pactole. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Je crois que j'ai oublié l'anniversaire de Maggie hier soir, donc joyeux anniversaire Maggie. D'ailleurs, tu as un petit colis qui est en cours de transit là, n'est-il pas? Donc bisous tout le monde, on se retrouve demain. Ouais.